RCN. Le son de la différence. Info Senior sur RCN, Xavier Lefebvre. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, c'est Xavier pour votre émission Info Senior et Handicap. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir Madame la députée de la première circonscription, Carole Grandjean. Bienvenue Carole, et Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation, je suis très honoré. Merci de votre invitation, bonjour à toutes et tous. Vous connaissez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, le travail de fourmi que réalise un ou une députée? Savez-vous quand ils sont élus, combien ils sont, comment ils travaillent, comment ils font des propositions de loi? C'est tout ça que Carole va nous expliquer et puis elle illustrera à travers ses travaux en commission un certain nombre de réalisations pour bien illustrer son métier. Alors d'abord, comment on est élu ? Écoutez, c'est déjà une campagne, hein. C'est la conviction, les idées que nous portons et la conviction qu'on porte sur le territoire auprès des citoyens qui fait que les gens ont envie d'avoir un élu ou une élue qui va porter ces idées-là. Et ça a été pour moi vraiment une évolution dans mon parcours, puisque j'étais, j'ai envie de dire, dans la société civile. Je travaillais, maman de 2 jeunes enfants. Mon fils avait 2 ans et ma fille 6. Donc c'était quand même une rupture quelque part dans le quotidien qui était le nôtre, et vraiment l'envie de porter des idées nouvelles et une manière nouvelle quelque part de porter la politique aussi. C'est plus qu'un projet personnel, c'est un projet familial, là, il faut être soutenu. C'est un projet familial, assurément. C'est évidemment un époux qui s'engage avec moi et me soutient pleinement, qui assure avec les enfants au quotidien, et des parents aussi qui sont extrêmement proches, qui sont finalement mes aidants, puisque au quotidien ils sont là pour être le relais dès que nous ne sommes pas disponibles, dès que les enfants ont besoin d'être gardés, et sans eux je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Ah oui, donc ça va au-delà du projet du cercle familial, c'est même les parents, les grands-parents, tout ça, Exactement. C'est formidable. Alors il y a combien de députés en France ? Alors nous sommes 577. Alors le Parlement est composé donc de ce qu'on appelle 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Ils sont 348 au Sénat, élus au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'ils sont élus principalement par les maires, par des grands électeurs, et les députés élus, eux, directement par les citoyens. Nous sommes donc 577 sur toute la France, et quand je dis toute la France, c'est la France métropolitaine, mais également évidemment tous les territoires d'outre-mer et français de l'étranger. Un député par circonscription, c'est-à-dire par secteur géographique, on va dire, et qui représente les citoyens, j'ai envie de dire tous les citoyens, quelles que soient leurs idées. À partir du moment où vous êtes élu, vous représentez tous les citoyens de votre circonscription et de la nation. Vous êtes élu de la République. Exactement, on est élu de la République, et vous allez porter bien sûr des enjeux de territoire qui méritent d'être regardés d'un point de vue national, mais vous allez évidemment surtout être amené à vous positionner par rapport à des lois, à des projets de loi, à des propositions de loi. Projet, c'est le gouvernement, proposition, c'est les députés, si j'ai bonne mémoire de mon droit administratif. Vous savez tout. Alors effectivement, le gouvernement va faire des projets de loi, tandis que les députés vont faire des propositions de loi qui seront donc étudiées dans un premier temps en petits groupes, en cercle, j'ai envie de dire un peu plus restreint, en ce qu'on appelle en commission, avec des élus, des députés qui sont experts en un domaine. Et puis ensuite, le texte va se retrouver en séance, en hémicycle, et donc là, avec l'ensemble des parlementaires présents à ce moment-là. Ça veut dire que dans les commissions, toutes les couleurs politiques sont représentées, bien ou sûr. Parties prenantes ? Bien sûr, à due proportion de la représentation de chaque parti politique dans l'hémicycle. Vous avez c'est quoi un hémicycle ? L'hémicycle, c'est donc cette salle en demi-lune, si je puis dire, dans lequel s'installent les députés. Et donc, effectivement, vous avez une représentation de chaque parti politique égale, en la même proportion, dans la commission et dans la séance. D'accord. Ah. Ça s'éclaire un peu pour vous, chères auditrices et chers auditeurs ? C'est vrai que c'est complexe, mais c'est pas compliqué finalement. Dès qu'on nous explique, ça va mieux, hein ?
donc les commissions, tu peux nous donner quelques exemples de commissions auxquelles tu as participé, voire auxquelles tu as été meneuse ou leader, je sais pas comment on dit, ou rapporteuse. C'est pas beau de rapporter, mais bon. Alors, pour ma part, je suis commissaire aux affaires sociales. Il y a 8 commissions. On va avoir la commission des lois, qui est plutôt autour des questions de justice, de liberté. On va avoir la commission des affaires économiques, de la transition écologique et aménagement des territoires. On va avoir la défense, défense armée. On va avoir la culture, évidemment, culture, éducation, sport. Donc, des thématiques, 8 commissions, 8 thématiques différentes. Le texte passe toujours d'abord en commission. Et ça va souvent assez vite parce que ce sont des commissions assez techniques. Et ensuite, ça passe dans l'hémicycle avec là les 577 députés. Et là, on a une visée plus politique avec des prises de parole qui sont beaucoup plus visibles et qui sont souvent suivies sur les images que peuvent avoir les journalistes, puisque c'est souvent là qu'ils suivent nos travaux. On a tout un travail de préparation, et je crois que c'est important de l'expliquer, c'est que au fond, souvent sont simultanées les commissions et les travaux dans l'hémicycle. Donc, les députés se départagent entre les temps où ils sont réunis en commission et où ils vont dans l'hémicycle. Souvent, on suit notre texte. Donc voilà, on va dans l'hémicycle quand il y a un sujet de notre domaine. Et puis, surtout, on prépare ces textes de loi. Et c'est important de le dire parce que c'est énormément d'entretiens, d'auditions, des organisations syndicales, patronales, des entreprises, des experts, des think tanks, des associations. Alors, au sens positif du terme, je dirais que oui, parce qu'au fond, le député, il est là pour entendre toutes les idées qui sont issues des citoyens, qu'elles lui correspondent ou pas. Donc, il va essayer d'entendre aussi bien les pros que les anti-ceux-ci. Et je crois que c'est de sa responsabilité de les entendre, parce qu'au fond, quand bien même on est convaincu de quelque chose, parfois en entendant quelqu'un, vous allez évoluer dans vos positions, vous allez vous dire, tiens, au fond, c'est vrai que cet argument-là fait sens, peut-être que je pourrais déposer un amendement. L'amendement, c'est finalement cette rédaction autre que je vais proposer, cette alternative à la rédaction initiale du projet de loi. Et donc, c'est important d'entendre un maximum d'acteurs, de citoyens, pour essayer d'être au plus près aussi de la réalité des gens et des avis multiples qui veulent s'exprimer. Et tu pourrais nous donner un exemple d'une récente ou d'une plus ancienne commission à la tête de laquelle tu te trouvais ou à laquelle tu participais, plus précisément, soit dans le domaine info senior handicap, voilà le thème de l'émission, donc soit pour le grand âge, on va pas rentrer dans le débat Orpea, on s'en fout. Le privé, on sait comment il fonctionne. En revanche, ou dans le handicap, je crois que c'est un secteur qui t'est un peu plus cher. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai été auteur et rapporteur d'une loi en prévention en santé au travail, c'est-à-dire comment, au fond, on prévient mieux toutes les difficultés de la vie, la maladie, le handicap, et comment finalement toutes ces difficultés-là vont parfois empêcher le retour à l'emploi ou le maintien dans l'emploi. Et donc, il s'agit pour moi dans cette loi de décloisonner entre santé au travail et santé publique, d'améliorer la communication entre les différents médecins, acteurs, et d'essayer de prévenir le plus possible l'installation de difficultés qui pourraient empêcher soit le retour à l'emploi, soit le maintien dans l'emploi, et donc de renforcer tout ce qui est cellules de prévention à la désinsertion professionnelle, éviter au fond l'inaptitude, car on sait que une fois que la personne est déclarée inapte à son emploi, c'est beaucoup plus difficile pour elle de retrouver le chemin de l'emploi. Et donc, vraiment, une loi qui, pour moi, est extrêmement importante. On sait que sur les 2,8 millions de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, seuls 988 000 sont en emploi. Donc, c'est un peu plus d'un tiers. On a un enjeu, évidemment, énorme à améliorer l'insertion professionnelle des personnes handicapés, mais également à les maintenir dans l'emploi et à ajuster les conditions de leur emploi. Donc c'est un vrai sujet qui pour moi est extrêmement important. On a fait beaucoup également pour l'emploi au travers de l'aide à l'embauche, de 4 000 € qui sont versés pour l'embauche de personnes en situation de handicap. C'est 10 000 embauches qui ont été faites l'année dernière, 66% de CDI. C'est extrêmement important aussi, et ça évidemment c'est déterminant dans mon engagement. C'est que l'insertion de tous, la lutte contre les discriminations,
Elle est pour moi primordiale à une société équilibrée, juste, saine, sereine, bienveillante au fond. Et donc, on a fait beaucoup pour le handicap dans notre action politique, sur le pouvoir d'achat, déjà avec l'allocation adulte handicapé qui a été revalorisée de 100 euros. C'était 12% d'augmentation par rapport à précédemment. Mais aussi l'inclusion scolaire, parce que si vous n'êtes pas bien accompagné au niveau scolaire, vous n'avez pas les mêmes chances d'accéder à un diplôme et donc à une insertion professionnelle. Et donc, on a augmenté de 35% en 5 ans les AESH, vous savez, ces accompagnements des élèves en situation de handicap. On a augmenté de 19% le nombre d'enfants scolarisés, ce qui n'est en milieu ordinaire, ce qui n'est pas rien, et ce qui est une vraie détermination, ce qui n'est pas que simple. Il faut trouver évidemment les aménagements pour mieux accompagner les enfants, notamment avec les assistants de vie scolaire, et puis mieux aussi accompagner les enseignants. Donc c'est tout un changement qui est en train de se faire. Il est progressif. Il n'y a pas de révolution, il faut le faire en acceptant que le temps doit aussi faire place. Mais c'est une détermination absolument forte pour moi. C'est que comme ça, finalement, que chacun a sa place et chacun est bien dans une belle société. Merci beaucoup de ces explications. C'est typiquement ce que je souhaitais que soit expliqué à nos auditrices et nos auditeurs. Le travail de fourmi, secret, discret, on en voit que ce que les journalistes et les reporters d'images veulent bien nous en montrer. Une petite phrase à la sortie d'une assemblée, une autre phrase ou une prise de bec entre deux députés, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça devient pénible. En revanche, ce que tu viens de nous expliquer, là pour moi, c'est rassurant de savoir que le rôle du député, il est tout ça. Évidemment qu'il est tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il est très technique. Et par exemple, je n'ose presque même pas te parler du budget qu'on vote. Parce qu'en fait, à chaque fois, le budget, c'est technique, c'est complexe, c'est lourd. Non, tu peux y aller, je suis expert comptable. Il y a énormément de choses. Et en même temps, c'est là où se passent les choses. C'est pas dans la petite phrase. Et moi, je suis pas très adepte de la petite phrase et de la déclaration c'est choc pour ça, et qu'en te buzz. rencontrant l'année dernière, j'ai bien senti ton engagement et c'est pour ça que je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. C'est adorable. Mais c'est vrai que c'est frustrant aussi parce que on a l'impression de tellement faire pour faire avancer les choses. Et sur le champ du handicap, par exemple, on voit bien les freins qu'il y avait sur le pouvoir d'achat, je l'ai dit, mais aussi sur l'accès aux droits. Quand on voit la simplification qu'on a fait, c'est peu visible en fait. Mais quand vous êtes bénéficiaire d'une prestation compensatoire du handicap, PCH, et que jusque-là, la limite, elle était à 75 ans et qu'on la supprime, ou alors quand on a supprimé, quand on a mis en place des droits à vie pour la PCH lorsque le handicap n'est pas susceptible d'être amélioré, c'est des choses qui ne sont pas, qui vont pas faire buzz, mais en fait qui sont extrêmement déterminantes dans la vie du quotidien. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'au fond, mais c'est ça mon rôle en fait, c'est de continuer à faire ces petits pas qui font qu'on avance, je crois vraiment, dans le chemin d'une meilleure inclusion et d'une meilleure place à chacun et d'une meilleure reconnaissance aussi des difficultés de chacun. Il faut savoir qu'un Français sur 5 est porteur d'un handicap. Et je dis d'un handicap parce que les handicaps sont très nombreux, ils prennent des formes très multiples. Et que 80% d'entre eux sont acquis au cours de l'existence. Et donc, au fond, il est important aussi pour nous de savoir mettre en place des politiques publiques qui ajustent les moyens. Vous ne naissez pas forcément avec un handicap, mais vous pouvez effectivement l'acquérir ou le développer plus tard dans la vie. Et c'est notre rôle, au fond, que d'ajuster tout au long de la vie des personnes. Sur le logement, par exemple, on a fait beaucoup aussi pour que l'habitat soit évolutif. Alors on s'est dit, c'est gadget. Si je vous prends un exemple sur le fait qu'on ait fait en sorte que l'habitat soit évolutif, par exemple, vous avez vous savez, les bondes dans les salles de bain. Et bien jusque-là, si vous passiez d'un bain à une douche, vous deviez tout refaire, également la plomberie. Et bien maintenant, avec les nouveaux logements, vous pouvez changer de passer d'un bain à une douche, par exemple, mais sans que toute la plomberie ait à être refaite. Ça a une incidence évidemment financière importante, puisque ça va vous coûter moins cher à faire comme transformation. Et pourtant, ce sont des transformations absolument nécessaires. Vous ne pouvez plus forcément lever la jambe pour rentrer dans votre bain. Et donc, vous devez réadapter votre salle de bain. C'est tout autant de petites choses qui sont mises en place, mais qui vont faciliter l'allongement aussi des durées de vie. J'entends bien ce que tu dis. Moi-même, le nombre de handicaps supplémentaires qu'il va y avoir.
J'entends très bien ce que tu dis, puisque moi-même, j'ai remplacé ma baignoire par une douche au ras du sol, quoi. À un moment, je me suis coincé le dos, j'étais à 45 degrés. Pendant 3 mois, c'était dur, quoi. Et pas le choix. Il faut trouver des solutions pour adapter aussi son environnement et donc son logement. Et là, en ce qui me concerne, c'était un handicap passager qui est survenu à la normale. En revanche, je pense à Claude, mon copain, handicapé. Lui, il comprend pas pourquoi il faut régulièrement se présenter à nouveau pour renouveler sa carte de handicap pour faciliter son stationnement, alors que son handicap, il s'améliorera jamais, quoi. Eh ben, je rejoins ton ami. Sincèrement, c'est une douleur immense pour les personnes qui doivent refaire un dossier, qui malheureusement aimeraient pouvoir ne plus avoir en bénéficier et vont devoir en bénéficier encore. Oui, bien sûr. Tout comme pour les parents qui doivent rejustifier du handicap de leur enfant et de la non-amélioration de la situation pour rebénéficier de dispositifs d'aide pour la scolarisation, par exemple. Et donc, au fond, vraiment, la ministre en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, fait beaucoup pour simplifier et pour que les droits soient à vie et par cycle. Donc, éviter d'avoir à refaire des paperasses, des dossiers, à rejustifier d'un handicap qui est là. Et Madame la ministre, elle prend souvent l'exemple de sa fille qui est atteinte de trisomie. Malheureusement, elle a passé l'enfance de sa fille à expliquer que sa fille avait toujours ce handicap-là. Ouais. Et donc, elle devait redemander des aides annuellement, ce qui était évidemment une frustration immense en tant que maman. C'est une humiliation presque. De faire cesser ce genre de pratique. Encore une fois, l'administration doit être au service des citoyens et non l'inverse. Oui, parce que dans l'inconscient collectif, on sait bien qu'un grand nombre essaye de profiter des aides sans être forcément éligibles, et on s'aperçoit que, ne serait-ce qu'en Algérie, au Maroc, alors tu me dis si je dis une connerie, il y en a plein qui touchent encore des aides alors qu'ils sont décédés, quoi. Alors on a des cas de fraude, notamment je dis pas que c'est énorme, tout ce qui est retraite et prestations pour les conjoints. Néanmoins, quand on compare les fraudes au non-recours au droit, au fond, ça rend humble. Le non-recours au droit est extrêmement important en France. D'accord. Et donc c'est autant un sujet, voire peut-être même encore plus, un sujet de lutte que la fraude, même si lutter contre la fraude, c'est un enjeu de justice sociale, parce que l'argent qu'on verse à des gens, les sommes indues qui sont versées à des gens, elles pourraient être versées pour de la solidarité à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc c'est avec détermination que je pense qu'il faut qu'on lutte et qu'on renforce nos moyens de lutte contre ça. Et j'ai fait un rapport pour cela au Premier ministre. À l'époque, c'était Édouard Philippe qui m'a missionné là-dessus. Et donc j'ai fait plein de propositions pour qu'on lutte mieux encore contre les fraudes. Pour autant, je crois qu'il nous faut aussi mieux lutter contre le non-recours au droit. Et vous avez des personnes qui, si elles n'avaient pas un aidant autour d'elles, auraient trop de difficultés à remplir le dossier administratif qui leur donne des droits. Et donc, c'est aussi un enjeu de société que de simplifier tout ça et de s'assurer que les personnes aient les aides dont elles ont besoin. Une personne âgée sur deux est en situation d'isolement. Et donc, ça montre bien l'ampleur aussi de notre responsabilité à simplifier et à mieux aider. Peut-être tu l'ignores, mais je suis un ancien directeur de maison de retraite. J'en ai construit 2 et dirigé 3. Formidable. Donc c'est une belle expérience. Bien sûr que c'est une belle expérience. Le président me reprochait d'accepter, entre guillemets, n'importe qui, c'est-à-dire sans vérifier ses revenus. Et je lui dis, attends, c'est mon boulot d'aller chercher les aides éligibles pour ces personnes pour équilibrer mon bilan en fin d'année. C'est pas... à la personne âgée, tu te rends compte dans quel état elle est, de se débrouiller pour me montrer qu'elle a plein de sous et qu'elle sera bien, qu'elle pourra bien payer sa facture de fin de mois. Non, c'est à moi de le faire. Et devant le juge aux affaires familiales, une fois une famille, ils étaient 12 enfants. Je me pointe devant la juge avec la pile des dossiers des 12, les 12 présents, qui étaient même venus de Toulouse, quoi. La juge, elle était assise, donc elle n'a pas pu s'asseoir. Elle ne peut plus se rasseoir. Mais voilà. Donc, j'entends très bien ce que tu dis. C'est toute cette partie cachée de gens qui savent même pas que ça existe, peut-être. Bien sûr.
Bien sûr. qu'il faut aider. Alors, il faut savoir qu'en France, on a à peu près 600 000 personnes qui résident dans des établissements type EHPAD, qu'on est le pays européen avec le plus fort taux d'institutionnalisation. On est effectivement à 21% pardon, des plus de 85 ans qui résident dans des établissements type EHPAD, et que c'est bien supérieur à d'autres pays européens. Si je prends l'exemple de 14% en Suède ou de 5% en Italie, on peut prendre des entre-deux, 11% au Danemark ou 8% en Finlande. On voit à quel point aussi notre système, tel qu'il est conçu aujourd'hui, doit être amené à évoluer. Et c'est une réforme, à mon avis, systémique, que j'appelle moi, en tout cas de mes voeux. C'est comment est-ce qu'on accompagne bien plus le parcours de la personne âgée à domicile, et évidemment dans une bientraitance absolue. Il faut absolument que tous les moyens soient mis en place pour que la personne ne soit ni seule ni mal accompagnée, et à quel point finalement l'institutionnalisation n'est pas souhaitée, mais que par contre elle est nécessaire à un certain moment parfois, quand l'état de santé se dégrade trop. Et donc il faut trouver finalement un système qui permette de s'ajuster au mieux aux besoins, aux moyens, évidemment, et mieux accompagner aussi les personnels qui travaillent dans ce type d'établissement, parce que c'est aussi parce qu'ils sont bien dans leur métier, c'est aussi parce qu'ils sont fiers de leur métier, c'est aussi parce qu'on les reconnaît dans l'exercice de leur profession, qu'on arrivera à avoir, j'ai envie de dire, un accueil plus serein et bien traitant. D'où l'émergence des résidences autonomie. Bien sûr. C'est les anciens foyers logements qui sont convertis avec des aides possibles. Donc l'idée, c'est les personnes qui viennent à domicile vous aider peuvent intervenir à votre demande dans les résidences autonomie. Ce ne sont pas que des simples bailleurs sociaux. Donc c'est toute cette construction du travail ensemble. Et là, je te remercie pour ton action, parce que je sais que tu y es pour quelque chose. Donc voilà, je cherche comment s'appellent les petits villages. Ça vient de Belgique, ça. Au fond, c'est tout l'habitat inclusif. Oui, les colocations. Les colocations, exactement. Voilà. Effectivement, tout ça a été encouragé par une loi qui s'appelle Élan, qui vient réformer en fait un certain nombre de dispositions législatives, donc de lois relatives au logement. Et c'était extrêmement important pour nous de permettre beaucoup plus ce type de modèle de partage, de cohabitation, parce qu'au fond, on répond à plusieurs enjeux. On répond à l'envie de rester à domicile. On répond aussi aux besoins d'accompagnement et donc à la proximité des services, en l'occurrence, et puis aussi à la question de l'isolement que j'évoquais tout à l'heure, Tout à fait. qui est un vrai sujet, parce qu'au fond, être accompagné à domicile, c'est important, mais ne pas être seul, c'est extrêmement important aussi pour lutter contre les dépressions, contre la dégradation aussi de l'état général, et puis au fond, c'est aussi ce qui donne la flamme aussi de la vie, c'est de pouvoir partager. Et donc voilà, vraiment ces dispositifs-là nous paraissaient extrêmement importants à soutenir. On a des projets d'ailleurs sur le territoire, des initiatives qui naissent et qui donnent très très envie de les soutenir. Et en tout cas pour ma part, je les soutiens à 1000%. Là, vous avez les résidences autonomie du CCAS, dans lesquelles interviennent les agents de l'ONPA pour faire des animations, etc. Vous avez, il y en a une qui est en train de se faire à Saint-Max, une autre à Malzéville. Enfin, ça bouge énormément. Oui, énormément. Et c'est ça l'avenir, quoi. Assurément. C'est vraiment une responsabilité collective. On voit qu'on a un effort financier de la nation pour accompagner la perte d'autonomie, qui est aujourd'hui à près de 25 milliards d'euros, 24,9 milliards d'euros. C'est 2,8 milliards d'euros en plus en 5 ans. Et c'est, je crois, une dynamique qu'on va encore renforcer, parce que on a un vieillissement de la population, et donc évidemment on va l'accompagner. Et c'est là où on voit l'importance de solutions au fond multiples, qui s'ajustent aux besoins des uns et des autres,
ce que vous souhaitez n'est pas ce que souhaite son voisin. Bien et sûr. donc, il faut que chacun puisse trouver, j'ai envie de dire, de manière autonome et responsable. Enfin, moi, je sais pas parce qu'on est âgé, exactement, qu'on doit se voir imposer des solutions. Et donc, il est important... parce que quand on est âgé, on a pris des mauvaises habitudes. Donc, Ah bah peut-être, mais alors qu'elle puisse être poursuivie dans l'environnement dans lequel on va et qu'on a choisi. Et c'est important. La question du choix et du bien-être est évidemment primordiale. Nous allons avoir bientôt à nouveau des élections. Tout à fait. Donc sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que mon invitation à Madame Grandjean date du mois de novembre de 2021. Elle n'était pas disponible avant, mais elle n'est pas en train de faire campagne. D'accord ? Alors en tout cas, effectivement, on a une date limite d'inscription sur les listes électorales au 4 mars 2022. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas. Et quelles que soient les idées politiques que vous avez envie de porter, je crois que c'est important d'exprimer sa voix, avec 2 élections en 2022 qui sont importantes. D'abord celle des élections présidentielles, qui auront lieu les 10 et 24 avril prochains. Et ensuite celle des législatives, donc pour les députés de la nation, et qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Donc avril et juin, donc deux périodes d'élections importantes pour la France, et notamment sur les enjeux du grand âge et du handicap, avec encore de grands défis à relever sur les prochaines années sur ces sujets-là. C'est marrant, le délai entre le premier et le deuxième tour ne sont pas les mêmes. Il est de 15 jours pour la présidentielle et il est que d'une semaine pour les législatives. Tout à fait, effectivement. C'est marrant. Je peux me permettre une question ? Allez-y. T'es pas obligé de répondre. Dites-moi. Tu te représentes ? C'est encore joker parce qu'en fait, je suis encore vraiment dans une démarche de préparation de l'élection présidentielle, que je suis assez convaincue qu'en fait, beaucoup de choses découlent de l'élection présidentielle. C'est vrai. Pour ma part, je suis extrêmement engagée derrière le non-candidat président de la République aujourd'hui. Et donc, je travaille en fait sur les questions du projet, du programme, sur tout ce qui touche à l'emploi, au travail, en fait, au sens large. Et ça me demande énormément de temps, mais c'est évidemment passionnant parce que là encore, on a encore beaucoup de choses à faire. On a progressé, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour aller vers le plein emploi, vers la lutte contre les discriminations, vers justement une meilleure inclusion de tous dans l'emploi. Et donc, c'est un ensemble de défis déjà à essayer de faire transparaître dans le cadre de l'élection présidentielle. Et puis ensuite, viendra le temps des législatives et donc de celles des députés. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je suis vraiment très, très heureux que tu aies pu rendre ton activité transparente à nos auditrices et à nos auditeurs. S'ils souhaitent te rencontrer, j'imagine que tu tiens une permanence quelque part à Nancy, mais pas forcément. On n'est pas obligé d'aller à Paris pour te voir. Ah non, tous les lundis matins à la permanence, je reçois. Alors j'ai eu quelques semaines de visio parce que effectivement, compte tenu des contraintes sanitaires, j'ai évidemment respecté les préconisations du gouvernement pour prendre des précautions. Mais ça y est, on va pouvoir redonner un peu de souffle. Et donc les lundis matins à ma permanence. Venez me rencontrer, venez me poser des questions, venez m'interpeller, venez faire des propositions. Au contraire, moi je m'enrichis de cette émulation collective. Donc vous êtes évidemment tous les bienvenus. Vous m'appelez, vous me faites un message et on organise ça avec grand plaisir. Carole, merci beaucoup. Merci Madame la députée. Merci à toi. Merci à toute l'équipe RCN et merci aux auditeurs pour leur écoute. Portez-vous bien et merci de tout ce que vous faites et qui n'est pas visible. Merci à tous. À la prochaine. RCN, www.rcn-radio.org